Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui notre point d'actualité de la sécurité civile pour la première quinzaine du mois de mars 2026, donc du 1er au 15 mars, en commençant par la France, avant de nous élargir à l'Europe, puis au reste du monde. Pour la France, la première idée à retenir, c'est que cette quinzaine n'a pas été dominée par un seul événement spectaculaire. Elle confirme plutôt une réalité plus profonde, plus diffuse et probablement plus préoccupante sur le temps long. La sécurité civile française agit dans un pays fragilisé par l'accumulation des tensions. La France sort en effet d'un hiver qualifié d'exceptionnel, avec un enchaînement de tempêtes, de crues majeures, de précipitations records et des sols durablement saturés. Cela change complètement la lecture des événements de mars, parce que chaque nouvel épisode pluvieux, chaque crue, chaque orage violent survient sur un territoire déjà fatigué, déjà vulnérable et déjà sollicité. Sur le plan réglementaire, cette réalité a trouvé une traduction concrète avec l'arrêté du 3 mars 2026 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 4 mars. Et ce n'est pas un simple détail administratif, cela signifie que l'État reconnaît officiellement que plusieurs territoires ont subi des phénomènes d'une intensité anormale, avec toutes les conséquences que cela entraîne pour les communes, les habitants, les assurances et les dispositifs de retour à la normale. Autrement dit, la sécurité civile ne se limite jamais à l'urgence. Elle commence bien sûr avec l'intervention, mais elle se prolonge ensuite dans la reconnaissance, dans la réparation et dans l'accompagnement des territoires, mais aussi dans la capacité de la collectivité à absorber le choc. Et c'est précisément ce que rappelle cet arrêté. Derrière une crise, il y a toujours l'après-crise. Toujours en France, il faut aussi relever le décret du 4 mars 2026, publié le 6 mars, relatif à l'application de l'article L211-11-1 du Code de la sécurité intérieure à la deuxième édition du sommet mondial sur l'énergie nucléaire. Ce texte rappelle que la sécurité civile s'inscrit aussi dans l'anticipation d'événements sensibles à forte portée stratégique où se croisent protection des populations, sécurité publique, gestion des flux, protection d'infrastructures et coordination interministérielle. Il faut maintenant ajouter un point très important, parce qu'il pèsera concrètement sur la sécurité civile territoriale dans les semaines et les mois à venir. Le dimanche 15 mars, hier à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, se tenait le premier tour des élections municipales en France, dans un contexte où plusieurs enquêtes annonçaient déjà un renouvellement significatif des maires. Avant même le scrutin, l'enquête AMF Cevipof montrait que seuls 58% des maires sortants envisageaient de se représenter, tandis que 27% annonçaient déjà ne pas être candidats. Dans le même temps, les maires restent les élus auxquels les Français faisaient le plus confiance, avec 69% de confiance et 73% de satisfaction vis-à-vis de l'action municipale. Autrement dit, même dans un contexte de confiance élevée, le renouvellement était déjà enclenché avant même de compter ceux qui seraient battus dans les urnes. Il est donc raisonnable d'anticiper, avec prudence toutefois, un turnover des maires autour de 35 à 45%, soit potentiellement autour de 4 maires sur 10 qui seraient nouveaux à l'issue du scrutin. Et cela, pour la sécurité civile, n'est absolument pas neutre, parce qu'un maire n'est pas seulement une figure politique locale. Il est aussi l'autorité de police administrative de la commune, responsable du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Concrètement, cela veut dire qu'un nombre important d'élus pourraient accéder pour la première fois à une fonction qui les place, le jour de la crise, en situation de responsabilité directe. Donc derrière l'échéance électorale, il y a un véritable enjeu opérationnel. Initier rapidement ces nouveaux maires à la culture du risque, à la préparation communale, à leur responsabilité en matière de crise et à leur articulation avec le préfet, les services municipaux et bien évidemment les SDIS. Et pour les SDIS, justement, l'enjeu sera considérable. Il ne s'agira pas simplement d'informer, mais bien de contribuer à acculturer de nouveaux élus qui incarnent localement la continuité républicaine et qui, le jour où survient l'événement grave, doivent être capables de comprendre, décider, coordonner et tenir leur place dans la chaîne territoriale de gestion de crise. C'est un enjeu majeur et il le sera probablement encore davantage dans les prochains mois. Concernant les violences faites aux sapeurs-pompiers, je vais être plus bref parce que nous avons déjà abordé ce sujet dans les précédentes éditions. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un plan ministériel comportant 19 mesures a bien été annoncé en février et relayé début mars avec une mise en œuvre prévue d'ici le 1er juin 2026. Mais ce qui donne un relief particulier à cette quinzaine, c'est surtout l'agression extrêmement grave survenue dans les Alpes-Maritimes avec une sapeur-pompier volontaire de 46 ans blessée au couteau dans une caserne de Fontan. Et là, on voit bien le prolongement concret de ce que nous évoquions déjà, c'est-à-dire la violence contre les sapeurs-pompiers n'est plus une abstraction. Elle s'invite dans le réel opérationnel, y compris dans des lieux qui devraient rester sanctuarisés. Et on souhaite une excellente convalescence à notre collègue qui a été grièvement blessé. Sur le terrain des risques classiques, l'un des événements les plus marquants de la période en France reste l'explosion du 5 mars dans une usine de bouteilles de gaz à Bichevillers dans le Bas-Rhin. Le bilan est lourd, 1 mort et 2 blessés, dont 1 en urgence absolue. Ce type d'événement rappelle quelque chose de très simple, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue.
Malgré l'émergence des nouveaux risques, le risque industriel dur reste pleinement présent. L'explosion, l'incendie, la fumée, la victime grave, l'effet de surprise, la nécessité de sécuriser très vite, de reconnaître, de coordonner avec l'exploitant, tout cela reste au cœur de la culture de la sécurité civile. Et dans un pays industriel, cette dimension ne disparaîtra pas. Autre séquence importante, celle des intempéries dans le Var le 9 mars. Des pluies intenses ont touché notamment le Pradé, la Garde, Carqueiranne et Hyères, avec des inondations soudaines, des axes perturbés et des opérations de secours en très grand nombre. L'intérêt ici n'est pas seulement météorologique, il est opérationnel, parce que ces événements surviennent dans un contexte où les sols sont déjà saturés, où les réseaux sont déjà fragilisés et où les services sont déjà sollicités. En d'autres termes, la difficulté n'est plus seulement de faire face à un événement violent, elle est aussi de tenir dans la répétition et dans la durée. Et bien évidemment, cela change beaucoup de choses en matière de disponibilité, d'endurance, de relève, de fatigue et de soutenabilité globale de l'appareil de secours. Revenons maintenant sur le sujet des nouvelles tenues d'intervention des sapeurs-pompiers, parce qu'il est intéressant à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'ergonomie et de la physiologie. Les critiques relayées début mars sur des tenues jugées trop lourdes et trop chaudes posent une question très concrète. Jusqu'où peut-on renforcer la protection théorique sans dégrader, dans le même temps, la mobilité, la tolérance à la chaleur et la capacité réelle d'engagement? Mais le second niveau, il est fondamental, c'est celui du coût. Plusieurs références publiques montrent que le sujet est loin d'être anecdotique. L'UGAP affiche pour certains ensembles de protection incendie et secours techniques des prix élevés, et certains SDIS documentent eux-mêmes des investissements massifs lorsqu'il s'agit de renouveler tout un parc. Dans la Drôme, par exemple, le renouvellement de ces tenues a été présenté comme un investissement de plus de 2 millions d'euros sur 10 ans. Et au Sénat, des échanges plus anciens avaient déjà montré que le passage à de nouveaux standards pouvait faire fortement grimper le coût unitaire des effets d'habillement. Et il s'agit bien d'équipements de protection individuels. Donc derrière le débat sur le confort ou la technicité, il y a aussi un débat de soutenabilité financière pour les SDIS, déjà sous tension budgétaire. Une tenue plus protectrice, plus normative, plus technique, c'est potentiellement une meilleure sécurité individuelle. La contrepartie, c'est que c'est un coût aussi beaucoup plus élevé à absorber à l'échelle d'un parc complet, et donc des arbitrages très concrets entre équipement, renouvellement, formation, entretien et autres priorités opérationnelles. Enfin, je vais ouvrir ici un lien direct avec une autre réflexion de fond, celle de la sécurité civile française en temps de guerre. Pourquoi faire ce lien maintenant? Parce que ce que l'on voit en France aujourd'hui, ce sont des fragilités qui, mises bout à bout, interrogent la robustesse globale du système. Saturation hydrométéorologique, tension budgétaire, renouvellement important des mers, vulnérabilité des infrastructures, violence contre les intervenants, protection d'événements sensibles, et bien évidemment, la guerre au Moyen-Orient et tout ce que ça engendre. Alors certes, nous ne sommes pas en guerre sur le territoire national, mais si un conflit devait éclater, la sécurité civile devrait tenir précisément sur ces fragilités-là. Protéger la population, maintenir les secours, préserver les fonctions essentielles, continuer à agir dans un environnement dégradé, et s'appuyer sur des maires, nouvellement élus, qui ne seraient pas tous formés au départ à la gestion de crise. Et c'est exactement ce qui justifie qu'on s'intéresse sérieusement à la manière dont elle s'organiserait dans un tel contexte. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description et la miniature est ici. À l'échelle européenne, la quinzaine rappelle d'abord que les crises brutales, localisées, peuvent produire en quelques minutes des scènes extrêmement complexes à gérer. L'exemple le plus marquant est l'incendie du bus de Kerzers, en Suisse, le 10 mars, avec 6 morts et plusieurs blessés. Ce type d'événement concentre à lui seul plusieurs difficultés majeures. Un feu rapide en espace clos, de la panique, des victimes multiples, une médicalisation urgente et une incertitude initiale sur la nature exacte de l'événement. C'est exactement le genre de scène qui rappelle à quel point la coordination entre secours, forces de sécurité et système de santé doit être immédiate, fluide et surtout robuste. Et au-delà de cet événement, ce qui me paraît le plus intéressant pour l'Europe, c'est la redécouverte progressive d'une logique de protection civile au sens le plus fort. Le débat relancé autour des abris civils montre que plusieurs pays redécouvrent une question que l'on croyait parfois reléguée au passé. Comment protéger les populations dans la durée? Comment prévoir l'abri, la continuité, la survie des fonctions essentielles en cas de crise majeure? Et cela résonne forcément avec le contexte géopolitique actuel. On voit bien que la protection civile européenne ne peut plus se penser uniquement dans le registre de la catastrophe naturelle ou de l'accident industriel. Elle doit aussi intégrer l'hypothèse d'environnement plus instable, plus tendu, plus durable, y compris à proximité immédiate de l'espace européen. Dans le même temps, l'Europe continue à se moderniser sur le plan technologique, puisque le projet Sunshine, avec son séminaire organisé à Strasbourg du 3 au 6 mars, vise à mieux intégrer les données spatiales européennes dans les pratiques de résilience et de protection civile. C'est un signal important parce qu'il montre une montée en puissance sur la cartographie, l'imagerie, l'anticipation et l'exploitation des données pour appuyer la décision. La logique est claire, mieux voir pour mieux décider, mieux comprendre pour mieux engager,
mieux partager l'information pour mieux coordonner. Et cette évolution est loin d'être secondaire. Elle transforme progressivement la manière même de conduire l'action de sécurité civile à l'échelle européenne. Sur le plan doctrinal, l'Europe poursuit aussi sa réflexion sur l'intelligence artificielle. Les travaux relayés dans l'écosystème de l'EENA montrent bien la ligne de crête parce que oui, l'IA peut aider à l'alerte précoce, à l'analyse de situation, à la hiérarchisation des signaux et à la coordination. Mais à une condition très simple et absolument décisive. Maintenir un contrôle humain fort parce qu'en sécurité civile, la décision engage toujours la responsabilité, l'éthique et parfois la vie humaine. À l'échelle mondiale, la première quinzaine de mars 2026 est dominée par une réalité beaucoup plus dure, celle des conflits armés, des atteintes aux infrastructures vitales et des catastrophes à forte mortalité. Et le sujet est central, c'est évidemment la guerre autour de l'Iran et de ses conséquences directes sur la sécurité civile. C'est précisément ici que le lien avec la réflexion sur la sécurité civile en temps de guerre devient le plus évident. Ce que l'on observe là-bas n'est pas seulement un affrontement militaire. C'est une démonstration grandeur réelle de ce que devient la sécurité civile quand les infrastructures critiques sont frappées, quand les hôpitaux sont touchés, quand les réseaux d'énergie sont dégradés et quand les secours doivent continuer à agir alors même que la menace persiste. L'agence Reuters a signalé le 10 mars des nuages toxiques au-dessus de Téhéran après des frappes sur des installations pétrolières. D'autres sources ont fait état d'un bilan civil très lourd et de plusieurs hôpitaux touchés. Concrètement, cela veut dire une sécurité civile travaillant en mode dégradé, sous pression maximale, avec des effets en cascade sur la santé, l'évacuation, l'approvisionnement et la continuité des secours. Et c'est exactement la leçon que l'on doit retenir, y compris depuis la France. La sécurité civile en temps de guerre n'est ni un sujet abstrait, ni un sujet marginal. C'est la question de savoir comment un pays continue à protéger sa population quand l'environnement général se dégrade, quand les flux sont perturbés, quand les moyens manquent, quand les structures de santé sont touchées, et quand les fonctions essentielles de la nation sont fragilisées. En dehors du Moyen-Orient, plusieurs catastrophes méritent d'être retenues. En République démocratique du Congo, par exemple, un glissement de terrain dans la mine de Rubaya, le 4 mars, a fait plus de 200 morts, dont environ 70 enfants, selon les autorités relayées par Reuters. C'est un drame immense qui rappelle combien certaines catastrophes sont à la fois naturelles, humaines, sociales et territoriales, tant les facteurs de vulnérabilité s'y additionnent. Au Kenya, les inondations ont causé au moins 62 morts et déplacé plus de 2000 familles. On retrouve ici une autre ligne de force mondiale. Les crises hydrométéorologiques deviennent plus meurtrières quand elles frappent les territoires insuffisamment préparés, densément peuplés ou fragilisés par l'urbanisation. Et ce que l'on voit là-bas n'est pas un sujet lointain. C'est une forme aggravée d'un défi qui concerne aujourd'hui de nombreuses régions du monde. En Indonésie, l'effondrement sur la décharge géante de Bantar Gebang a fait plusieurs morts, rappelant que la sécurité civile mondiale doit aussi regarder des risques moins visibles, mais tout aussi réels. Ce sont des risques nés de l'interaction entre pluie extrême, urbanisation, gestion des déchets et instabilité des masses, donc des risques typiquement hybrides, très contemporains. Enfin, en Algérie, le crash d'un avion militaire Beechcraft 1900 à Boufarik a causé la mort de 2 membres d'équipage et fait 4 blessés. C'est un événement plus ponctuel, mais qui rappelle que les accidents aériens continuent à exiger des chaînes d'intervention spécialisées, rapides et très coordonnées. Au fond, ce que nous dit cette première quinzaine de mars 2026 est assez clair. En France, la sécurité civile doit gérer l'accumulation, la fatigue, les tensions humaines, les contraintes budgétaires et un possible renouvellement important des maires, tout en continuant à moderniser son organisation et ses équipements. En Europe, elle redécouvre la nécessité de penser la protection des populations dans un environnement plus instable, tout en intégrant davantage de données, de technologies et d'outils d'aide à la décision. Et dans le monde, elle apparaît plus que jamais comme une fonction de survie collective, qu'il s'agisse de guerre, d'inondations, d'effondrements, d'explosions ou de glissements de terrain comme on l'a vu. La grande leçon de cette quinzaine, s'il devait y en avoir une, ce serait donc celle-ci. La sécurité civile ne peut plus être pensée seulement comme une réponse. Elle doit être pensée comme une capacité stratégique, durable, collective, capable de protéger, d'anticiper, de résister et de tenir dans le temps. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Point Pharos. Prenez soin de vous.